Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à un autre webinaire de Vivre en ville. Merci de vous joindre à nous ce midi. Mon nom est Joëlle Nou, je suis conseillère en design urbain et urbanisme chez Vivre en ville. Donc, c'est moi qui serai votre hôte aujourd'hui. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui va nous permettre d'ouvrir une conversation essentielle, souvent négligée, sur les liens entre aménagement du territoire, urbanisme et réseau scolaire au Québec, en fait. Ce qu'on veut explorer ensemble, c'est la place de l'école dans la ville, dans le quartier, dans la trame de nos milieux de vie. L'école comme équipement collectif, comme ancrage communautaire qui façonne la manière dont les familles habitent le territoire. On le constate, ça devient de plus en plus difficile de trouver des terrains pour implanter les nouvelles écoles, particulièrement dans les milieux en transformation ou en croissance rapide. Puis dans plusieurs cas, le système scolaire lui-même semble s'organiser de manière à éloigner les enfants de leurs écoles de quartier. Cette réalité-là soulève des questions importantes sur la répartition de la population scolaire, sur l'autonomie des jeunes, sur la mobilité active, sur les émissions liées au transport, sur la congestion routière ou même sur la sécurité des jeunes. Réfléchir à l'école dans une perspective territoriale, c'est donc aussi réfléchir à l'équité d'accès, à la santé des jeunes, à la participation à la vie locale. C'est reconnaître que l'aménagement du territoire peut jouer un rôle structurant dans la construction d'un réseau scolaire plus durable, plus équitable et plus ancré dans les milieux de vie. Donc aujourd'hui, on vous propose d'ouvrir ce chantier ensemble, d'interroger les façons de faire actuelles, d'identifier des leviers d'action et surtout d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler un réseau scolaire québécois pensé à l'échelle du territoire et au service des communautés. L'heure et demie qu'on va avoir ensemble va être structurée comme suit. D'abord, Jeanne Robin, directrice principale chez Vivre en ville, va faire un mot d'introduction de quelques minutes. On va ensuite se tourner vers nos intervenants et intervenantes et je prendrai le temps de vous les présenter plus en détail avant leur temps de parole, mais je vous les nomme quand même dès maintenant. Donc, on a Juan Torres, Stéphane Vigneault et Valéria Cartes-Léal. Ils et elles feront une présentation de 15 minutes chaque, ce qui va nous laisser du temps pour la période d'échange et de questions à la toute fin. Donc, le webinaire devrait se terminer à 13h30. Avant de commencer, j'aimerais couvrir deux petits points techniques. Donc, à tout moment durant le webinaire, vous pouvez nous poser des questions par écrit via l'outil de discussion de Zoom. Notre équipe va prendre connaissance des questions au fur et à mesure, va me les envoyer et je pourrai à mon tour les transmettre à nos panélistes durant la période de questions. Ensuite, pour tout problème technique lié à la plateforme, vous pouvez nous écrire à l'adresse événement@vivreenville.org. Finalement, on tient à souligner le soutien d'Hydro-Québec, partenaire de notre programmation annuelle. Et je laisse maintenant la parole à Jeanne Robin, directrice principale chez Vivre en ville, afin de mettre la table sur le sujet de l'urbanisme scolaire. Bonjour, bonjour, je suis très heureuse de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. J'ai pas toujours travaillé à Vivre en ville. En 2005, je travaillais pour une organisation de promotion des déplacements collectifs et actifs, et c'est donc d'abord par la question des déplacements que j'ai eu à aborder la question scolaire. Vous vous en souvenez peut-être, en 2005, c'était les tout débuts du programme Mon école à pied à vélo, qui ensuite, sous le leadership de Vélo Québec, s'est déployé partout au Québec. Et peut-être que certains et certaines d'entre vous y avaient participé à titre d'organisateur d'activités ou même à titre de participants et participantes, parce que ça commence à faire un moment, 2005. Euh, les constats à l'origine de ce projet-là, c'était que de moins en moins d'enfants marchent vers l'école. En fait, on s'était rendu compte qu'en une génération, la proportion d'enfants se déplaçant à l'école à pied ou à vélo était passée de 80% à 30%, donc vraiment une chute drastique. Et on constatait aussi qu'il y avait un cercle vicieux. Plus on conduit les enfants à l'école en voiture, plus l'insécurité routière augmente, moins on laisse les enfants marcher vers l'école, plus on les conduit en voiture, plus l'insécurité routière augmente. Et bref, on était dans un cercle vicieux dont il fallait sortir. Donc il y a eu une forte mobilisation en faveur de l'amélioration de la sécurité et du confort des déplacements pour les trajets entre la maison et l'école, avec certains succès. Mais en travaillant sur ces déplacements, on s'est surtout rendu compte d'une chose, c'est que le principal déterminant du mode de transport utilisé, c'est tout simplement la distance à parcourir. Or, dans les quartiers anciens et même dans les villages, tout le monde, ou du moins une grande proportion de la population, habitait à distance de marche d'une école. Mais c'est vraiment très loin d'être le cas aujourd'hui dans les milieux qu'on a construits dans les 50 dernières années. C'est plus le cas notamment parce que notre façon d'aménager les milieux de vie, elle a beaucoup changé. On construit des milieux qui sont
moins denses, plus étalés, parfois enclavés par des routes qui sont difficiles à traverser, des milieux qui sont davantage conçus pour la voiture que pour la marche, et forcément ça a un impact sur les déplacements. D'ailleurs, dans les écoles où la marche est peu pratiquée, quand on fait des sondages, on voit qu'il y a aussi énormément de transports scolaires parce que les enfants viennent de beaucoup plus loin, des distances qui sont plus marchables. Donc il y a 20 ans, c'est surtout pour des raisons de santé qu'on s'intéressait au déplacement vers l'école. On a constaté que la plupart des jeunes n'atteignent pas les minimums recommandés d'activité physique quotidienne et on s'est dit que les faire marcher ou pédaler 2 fois par jour, ça pourrait aider à rencontrer ces minimums-là. Bon, évidemment, aurait aussi pour avantage de favoriser leur qualité de vie, la qualité de vie de leur famille, leur autonomisation, d'aider à réduire la pollution de l'air et toutes sortes d'autres avantages. Donc, c'est vraiment un sujet d'intérêt pour beaucoup d'organisations qui gravitent autour de la santé, celle des déplacements entre la maison et l'école. En 2020, Vivre en Ville et plusieurs de ces organisations, dont vous faites d'ailleurs peut-être partie, se sont assises ensemble pour réfléchir à une feuille de route qui permettrait de repartir dans le bon sens. Donc, peut-être pas réatteindre le 80%, mais disons dépasser le 30% de marche et de vélo vers l'école. Je mentionne aussi que par ailleurs, il y a une réflexion qui portait davantage sur comment on aménage les écoles pour la qualité de vie et la santé, puis ce qu'on fait dedans a été mené par exemple autour du Lab École, dont vous avez sûrement entendu parler. Pour en revenir à notre réflexion sur les déplacements, ensemble, on a exploré les freins au déplacement actif vers l'école. Comme on le pensait, l'aménagement des rues c'était considéré comme un frein important. La faible densité d'occupation du territoire aussi. Mais il y a eu d'autres freins qui ont été cités également. Par exemple, le fait que les écoles soient de plus en plus grosses et que leur bassin de recrutement soit donc de plus en plus grand. C'est sûr que si vous devez remplir une école de 24 classes, il va falloir aller chercher plus loin les enfants que si vous avez une école qui fait seulement 12 ou 15 classes. Dans notre réflexion collective, on a aussi discuté de la difficulté de trouver des terrains au cœur des quartiers pour installer de nouvelles écoles, de la difficulté, de l'enjeu de les planifier au bon moment, de la bonne manière, de prévoir l'évolution des quartiers. Puis c'est à la fois une question de disponibilité et de coût. On en entend souvent parler dans le journal. On a aussi évoqué les exigences parfois impossibles à satisfaire de ce qu'on appelle les programmes fonctionnels et techniques, c'est-à-dire le cahier des charges qui précise à quoi ça doit ressembler un bâtiment scolaire. Puis petite note ici aux personnes qui préparent les programmes fonctionnels et techniques, si ce programme-là exige pour une école de plus de 20 classes un bâtiment de plein pied avec un grand stationnement, une cour, des terrains de sport extérieurs, etc., vous aurez de la chance si on vous trouve un terrain quelque part dans le périmètre d'urbanisation. Puis pour obtenir un terrain bien situé, ça commence à être mission impossible selon ce que le milieu municipal nous glisse fréquemment comme information. En réfléchissant ensemble aux freins au déplacement actif vers l'école, on a aussi mis à jour une réalité troublante, le fait que plus de la moitié des élèves ne fréquentent pas leur école de quartier, parce qu'ils en fréquentent une autre d'école. Le choix de l'école privée, la recherche d'un programme particulier, tout ça complique l'organisation scolaire et ça a des conséquences beaucoup plus larges que la gestion des horaires dans une famille. Tous ces éléments-là, ça appelle à une réflexion d'ensemble sur l'organisation d'un réseau scolaire durable et équitable. Évidemment, on ne pourra pas faire aujourd'hui en 1 heure le tour complet d'une question aussi large. On a choisi des panélistes dont les éclairages sont à notre avis complémentaires et vont nous permettre d'ouvrir la réflexion pour mieux guider la nécessaire prise de décision dans ce domaine-là. Donc, merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui. Merci à nos panélistes et merci à vous qui êtes venus les écouter. Et merci d'être avec nous pour cette réflexion passionnante qu'on a bien l'intention de poursuivre parce que l'école, que ce soit l'école primaire ou l'école secondaire, c'est pas seulement un service public essentiel. C'est aussi là que se bâtissent la citoyenneté et même la productivité qui sont les fondements d'une société prospère, juste et résiliente. Merci beaucoup et bon webinaire. Merci beaucoup, Jeanne, pour ce superbe mot d'introduction et cette mise en contexte. Donc, c'est maintenant le temps de nous tourner vers le panel qu'on a réuni aujourd'hui. On va d'abord recevoir Juan Torres. Juan est urbaniste et professeur titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal, où il agit aussi présentement comme vice-recteur adjoint aux études de premier cycle et à la formation continue. Diplômé en architecture, en urbanisme et en aménagement, son travail de recherche porte sur le design urbain, notamment en ce qui concerne la production de milieux de vie favorables à l'enfance et à la participation des enfants au processus de prise de décision en aménagement.
Il collabore régulièrement avec des organismes comme Espace Muni dans le déploiement au Québec de l'initiative Ville Amie des enfants d'UNICEF. Donc, Juan, bienvenue à toi et c'est à toi de parler. Merci beaucoup, Joël. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation à vivre en ville. Puis merci à vous toutes et tous, là, 150 personnes connectées. Donc, je suis vraiment ravi d'avoir le privilège donc, de m'adresser à vous. Ça a été déjà dit donc, par Jeanne, la problématique est vraiment très complexe. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous partager peut-être certaines idées clés qui peuvent vous servir pour aiguiller la suite. Donc, votre recherche un peu plus poussée, puis continuer cette réflexion. C'est un sujet évidemment qui est passionnant. C'est un sujet très important. C'est mentionné également dans le mot d'ouverture de Jeanne. Donc, l'école est un milieu de formation de la citoyenneté. C'est vraiment un équipement particulier. On y confie, pensons-y, là, on y confie nos enfants dans ces pactes sociaux collectifs, qui consiste à confier à des professionnels une partie de leur développement, une partie importante de leur développement. Ça nous permet en fait d'aspirer à des sociétés donc plus inclusives, plus justes, avec des niveaux de compétences et des capacités qui nous permettent ensemble d'être une meilleure communauté. Donc, c'est pas banal. C'est un équipement quand même qui a une grande valeur politique, éthique, sociale. Mais bon, c'est un équipement de quartier également. C'est un équipement qui voit nos enfants grandir. Puis je voulais commencer justement en allumant ma présentation. J'espère que le partage se fera sans souci. Alors, vous devriez être en train de voir le plein écran de ma présentation. Comme je ne vois pas des thumbs up, je vais juste me fier à l'absence des plaintes pour dire que ça fonctionne. OK, Oui, donc c'est j'y vais. parfait. Parfait, merci. Donc, c'est ça l'école, qui dit école, qui parle d'école, donc parle de nos enfants, parle de ces processus de développement. Puis justement, je voulais déjà m'arrêter à ces mots-là, à ces concepts-là de développement. Euh, En psychologie, en anthropologie, dans les différentes disciplines, on l'a conceptualisé. Puis je trouvais quand même utile de revenir à cette source-là. Donc, je vous promets, c'est la seule formule de ma présentation, D égale fonction de PE. Donc, c'est une proposition d'un auteur des années 70 important dans toute la théorisation du développement cognitif humain, Uri Bronfenbrenner. Pour lui, le développement, ce n'est pas une activité uniquement centrée sur un être vivant, sur une personne. Pour Uri Bronfenbrenner, le développement, c'est l'accommodement réciproque entre un être vivant et son environnement. Donc, entre une personne et son milieu. Je trouve que c'est clé de le concevoir de cette façon-là, comme un accommodement de part et d'autre, comme une évolution conjointe. Une évolution conjointe que peut-être je pourrais illustrer avec cette image. Je pensais avoir rangé mes pantalons de neige, mais non, et en fait, il y en a encore un petit peu ici à Montréal ce matin. Donc, puis quand on met les pantalons de neige, puis qu'on constate qu'ils sont un peu trop courts par rapport à la taille de nos enfants, bien justement, expression du développement. Donc, l'être humain a changé. Il y a eu une transformation ici, bien, ne serait-ce qu'anthropométrique, changement de stature, changement de taille. Puis à ces changements, ben, ça doit s'ajouter un changement de pantalon, malheureusement pour notre budget, n'est-ce pas? Des bottes. Donc, on est constamment dans notre cycle de vie sur cette planète-là, en train de vivre cet ajustement constant entre notre évolution comme personne, nos apprentissages, nos nouvelles compétences ou nos incapacités également, parce qu'on peut le voir pendant tout le spectre de notre cycle de vie. Donc, c'est cet accommodement entre ces changements de capacités, d'aspiration, de vœux, d'intérêt, et en même temps, l'ajustement ou la manière dont l'environnement aussi change. Et les deux changent, puis les deux se façonnent réciproquement. C'est ce qui rend peut-être encore plus complexe la tâche d'un aménagiste, la tâche d'un planificateur. Et
particulièrement ces défis de mieux arrimer, mieux concerter la planification et la gestion à la fois municipale, territoriale et scolaire. Donc, c'est une évolution, c'est une transformation qui est territorialisée précisément. Parce que tout au long de notre vie, si on se rappelle un petit peu de nos années passées, on voit que notre fréquentation, notre lieu de destination quotidien a changé au fur et à mesure qu'on grandissait. On fréquentait d'abord une garderie, ensuite un CPE. Quand on a eu la chance d'avoir une place, on rentre en maternelle, en primaire, on passe au secondaire. Donc, en espace de 12-13 ans, on a déjà changé à plusieurs reprises des lieux de destination quotidienne. Puis c'est des lieux quand même de destination très structurantes qui comptent chez les enfants du primaire, par exemple, pour près de 80-90% de leurs déplacements quotidiens. Donc, l'aller-retour école-maison, maison-école est vraiment une partie centrale de notre expérience comme enfant. Et pas seulement pour les enfants, c'est aussi une partie très structurante de notre expérience comme famille. Parce que les horaires, les calendriers, les lieux de localisation de ces milieux, de ces équipements, on peut les appeler comme ça, donc de ces écoles, rythment, déterminent beaucoup la dynamique, les habitudes, les comportements de mobilité, pas uniquement de l'enfant, mais de l'ensemble de la famille. Donc, c'est vraiment territorialisé. Puis, il y a une certaine logique, hein, une logique qui nous amène dans ces processus de développement de s'éloigner de plus en plus de la maison. Donc, en théorie, puis c'est bien enchâssé dans les premiers modèles d'urbanisme, de planification des quartiers, mais l'école primaire, l'école élémentaire, cet établissement se trouve vraiment à distance des marches normalement du logement. Puis au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on fréquente des écoles en étant plus âgé, on s'éloigne. Donc, du primaire au secondaire, au Québec, donc on va au cégep plus loin, puis l'université, on part encore. Donc, si on continue dans notre scolarité encore après les études collégiales. Mais vous avez bien entendu, hein, puis j'ai mis l'accent sur en théorie. C'est en théorie parce qu'effectivement, malgré que tous ces modèles de développement de l'enfant dans un territoire supposent cette gradation, cette distanciation graduelle à travers les années, d'ailleurs que vous trouverez dans des guides super intéressants comme celui dont vous avez ici le schéma synthèse et l'hyperlien, donc que vous aurez aussi dans la présentation que je vous laisserai avec nos collègues de Vivre en Ville. Mais malgré le bien fondé de ces modèles, force est de constater que, effectivement, comme c'était annoncé aussi en introduction, on ne fréquente pas toujours une école qui est à proximité. Pour toutes sortes de raisons, hein, puis là, j'inclus également les milieux ruraux, les milieux avec beaucoup plus faible densité dans lesquels, effectivement, l'école est loin. Puis elle est loin parce que l'occupation du territoire, elle suppose ces distances encore plus éloignées entre les origines et les destinations. C'est une distance quand même qui est déterminée par plusieurs facteurs. Un facteur clé, c'est la carte scolaire. Puis la carte scolaire, on peut la voir à l'œuvre, on peut voir ses effets de différentes manières. Une manière, c'est justement par l'attractivité de certains milieux résidentiels. Vous avez constaté que parfois, dans un même milieu, sans apparente raison, tout à coup, les valeurs de propriété peuvent changer à une rue de distance. Quand on creuse, on peut constater que la carte scolaire, la zone de desserte qui donne accès à certains établissements, surtout des réseaux publics, peut déterminer justement l'intérêt des ménages à avoir domicile, à être installé dans une zone de desserte couverte par l'école désirée. Donc, il y a là un effet de levier quand même intéressant, important, qui d'ailleurs est bien utilisé aux États-Unis. L'image Remax que je vous partage me permet justement de montrer comment même dans les transactions des courtiers immobiliers, mais justement la place de l'école, son ranking, tout est même intégré dans un système d'information géographique. Donc, c'est vraiment un critère considéré dans le choix résidentiel, dans les choix de localisation résidentielle. Bien sûr, si on se met les lunettes d'une municipalité qui pense à un développement, l'école peut devenir du coup un levier
pour une attraction, pour l'attractivité des familles, pour également un levier pour la mise en valeur de certains développements qui sont planifiés sur le territoire. Mais il faut aussi comprendre que cette carte scolaire, elle est aussi dessinée, redessinée, voire parfois diluée dans une perspective de gestion des équipements scolaires par le réseau scolaire. Et là, je reviens au concept de développement. Vous avez constaté que dans l'idée de développement, il y a une interaction dynamique, donc un processus, une durée, une temporalité, un changement dans le temps. Puis nos quartiers se développent également. Nos quartiers se transforment démographiquement, ne serait-ce que démographiquement. Nos quartiers vieillissent, ils vivent des cycles. Puis une école qui était peut-être de la bonne taille à un moment où dans le quartier, le nombre de familles, la taille des ménages le justifiait, peut devenir une école trop grande à un autre moment. Vice-versa, une petite école dans un contexte de grand engouement pour un secteur de développement résidentiel, d'attraction des familles, peut-être on n'attire pas nécessairement des familles, mais parfois on devient une famille en habitant dans un milieu qui n'était pas conçu pour accueillir des ménages de plus qu'une ou deux personnes. Mais cette pression s'exerce également sur les écoles. Et disons, cette dynamique de gestion des équipements scolaires a pour objectif d'optimiser nos ressources, donc d'optimiser la taille de nos espaces, le personnel qui se trouve dans les écoles. Donc, il y a quand même une volonté de maintenir les écoles peuplées, de ne pas gaspiller ces équipements qui donnent lieu à des élargissements des cartes scolaires. Donc, tout à coup, dans notre quartier, on a moins d'enfants, la carte s'élargit. L'école adopte un programme pédagogique particulier. Elle devient une école à vocation telle qu'elle accueille des enfants qui viennent d'une zone de dessert plus large, de l'ensemble de la zone métropolitaine, par exemple. Donc, il faut comprendre qu'on est dans ce triangle-là. Quand on parle d'un arrimage entre les planifications urbaines et scolaires, il faut voir qu'il y a les fluctuations démographiques. Il y a aussi une capacité du service des établissements qui fait objet donc des transformations dans cette carte scolaire et donc dans la taille du territoire qui est desservi. Et tout ça, comme indiqué également d'entrée de notre webinaire, peut se traduire par des distances plus longues dans les déplacements domicile-école. Puis on le sait, la distance est le déterminant principal dans le choix modal, surtout pour les modes actifs et alternatifs. Donc, pensez à une vision qui prenne acte de cette complexité, mais suppose une série de transformations quand même dans nos manières de faire. Favoriser l'échange d'informations entre les différents secteurs scolaires et municipaux, établir des procédures conjointes de planification, avoir des représentants de part et d'autre dans des démarches qui soient intégrées, même développer des réflexes pour inclure les autres parties prenantes dans notre réflexion sectorielle. Développer des entités aussi paragouvernementales. Puis je suis content de partager le webinaire avec Valéria Cartes-Léal qui va nous inspirer probablement avec un exemple super intéressant à Bruxelles. Puis réviser les formations professionnelles en aménagement, ça c'est la partie qu'avec mon chapeau d'enseignant, je mène. Quelques éléments avant de terminer cette, disons, mise en bouche de quelques enjeux clés. La mutualisation des ressources est quand même une autre dimension clé dans cette idée de planifier ensemble quartier, ville, village et école. Dans beaucoup de milieux, il y a une rareté de certaines ressources, aires de jeu, terrain de sport, gymnase, bibliothèque. L'école est utilisée pendant des périodes de la journée, de la semaine et de l'année, mais les besoins dans les quartiers sont là tout au long, 24/7, tout au long de l'année. Donc, il y a quand même des opportunités de mutualisation, de partage des ressources qui peuvent justement permettre à l'école de jouer un rôle qui est en fait celui qui lui revient. Au-delà de s'occuper des enfants dans une parcelle de terrain pendant une période de temps, c'est contribuer à l'épanouissement de l'ensemble de la communauté. C'est sûr que ce partage-là n'est pas sans difficulté. En période de besoin de plus d'espace, certains équipements qui peuvent être prêtés, qui peuvent être mutualisés,
doivent devenir des salles de classe, par exemple. Donc, cette mutualisation est à prendre en considération dans cet esprit aussi de permettre une flexibilisation dans la capacité d'accueil des écoles. Je pense que c'est comme un enjeu clé pour permettre une stabilité dans la zone de dessert, dans la proximité vécue par les enfants dans leur déplacement. Bon, mon alarme m'indique que j'approche déjà de la fin ou même que je l'ai dépassé. Donc, je termine simplement sans abonder trop sur l'importance justement de ces déplacements scolaires, de la diversité d'acteurs qui sont concernés dans ce que l'enfant vit comme une expérience tout à fait quotidienne du déplacement entre sa maison et son école. Plusieurs services, même à l'intérieur des municipalités, sont concernés. Puis donc, leur intégration est tout aussi importante que celle entre le secteur éducatif, le secteur scolaire et les milieux municipaux. Donc, l'aménagement des abords des écoles privilégiant les piétons, les cyclistes, l'élaboration des plans de déplacement, comme mentionné également avec la démarche des plans de déplacement scolaire depuis le début des années 2000 au Québec, sont importantes. La créativité à l'égard de la façon dont on peut utiliser autrement les espaces de stationnement. C'est important, les mesures auto-applicables d'apaisement de la circulation. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent les enfants aussi dans leur expérience. Donc, des mesures auto-applicables veulent dire pas uniquement la signalisation, mais vraiment des transformations dans la géométrie de la rue qui forcent les automobilistes à diminuer leur vitesse puis leur volume. Justement, je termine avec cette image-là pour insister sur l'importance d'inclure aussi dans cet arrimage entre la planification scolaire et municipale, les enfants, leur regard et leur expertise comme partie prenante, en fait, qui expérimentent quotidiennement ces espaces qui ont beaucoup aussi à nous apprendre. Ce n'est pas facile de concevoir des processus participatifs adaptés, mais c'est une joie de le faire, puis c'est très utile pour la qualité de nos démarches. Donc, je vous ai parlé de cette importance de considérer les milieux de vie comme des entités en évolution, en transformation. L'arrimage école-quartier s'inscrit dans cette transformation constante, dans ce développement. Et parmi les facettes à garder à l'esprit, planification du développement conjoint, mutualisation des ressources et accessibilité sont peut-être des éléments clés qui vont sûrement être encore abordés plus tard dans la journée. N'oublions pas les enfants comme partie prenante. Et sur ce, je termine de partager mon écran. Voilà. Merci beaucoup, Juan. C'est une première présentation qui met très bien la table pour que les autres panélistes puissent rebondir sur plusieurs aspects nommés, puis ça dresse un très bon portrait aussi de tous les enjeux qui viennent teinter un peu l'arrimage entre territoire et école. Donc, on se tourne maintenant vers notre deuxième panéliste. Donc, on a la chance d'avoir Stéphane Vigneault, formé en sciences politiques. Stéphane a travaillé au pays et à l'étranger dans le domaine des politiques publiques et des communications. Après avoir complété un diplôme de gestion des organismes culturels à HEC Montréal, il travaille comme consultant dans le domaine des arts. Il est l'un des cofondateurs d'École Ensemble et il en est aussi le coordonnateur. École Ensemble, en fait, constitue un espace de réflexion et de mobilisation afin que le Québec se dote d'un système d'éducation équitable. Donc, bienvenue Stéphane et la parole est à toi. Parfait, merci beaucoup, Joël. Mais merci aussi à Jeanne et à Vivre en Ville de l'invitation et d'aborder ce sujet très important aujourd'hui. Je vais aussi vous partager une petite présentation PowerPoint. Et attendez, on va essayer de l'agrandir. Parfait. Est-ce qu'elle est en On plein voit écran? bien. Oui, c'est parfait. Parfait. Ben, j'y vais tout de suite. J'ai beaucoup de contenu pour vous, autant sur les constats que sur les propositions. Nous, on veut changer les politiques publiques, donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Quelques mots juste en commençant sur École Ensemble. C'est une association qui a été fondée en 2017. Sa mission, ben, c'est de faire en sorte que le Québec se dote d'un système d'éducation équitable. L'équité, ben, c'est l'égalité des chances. Et ben, c'est notre mission parce qu'en ce moment, le système d'éducation québécois est inéquitable. On a au Québec un marché scolaire qui s'incarne dans ce qu'on appelle communément l'école à trois vitesses. Je prends le temps de nommer ces trois secteurs, les écoles privées subventionnées, publiques sélectives et publiques ordinaires. Privées subventionnées, c'est important de ne pas simplement parler d'écoles privées.
Moi, j'habite à Gatineau, là, à 300 mètres par là, en Ontario. Il y a des écoles privées. Au Québec, on leur donne, tout le monde ici aujourd'hui et tous nos concitoyens, on leur donne plus de 800 millions de dollars à chaque année. Donc, il faut vraiment parler d'écoles privées subventionnées. Les écoles publiques sélectives, souvent on entend parler d'écoles à projet ou écoles à projet particulier, bon, écoles enrichies. Pour nous, les projets particuliers comme tels ne sont pas le problème. L'enjeu, c'est la sélection. C'est le fait que des écoles publiques au Québec aient le droit de dire toi tu rentres pas. Donc, c'est pour ça qu'on utilise vraiment ce terme d'école publique sélective. Et ensuite, ben, les écoles publiques ordinaires, c'est la troisième vitesse, là où les rejetés des deux autres vitesses se retrouvent. Et donc, bien sûr, vous comprenez, on a là, dans les écoles publiques ordinaires, une surreprésentation d'élèves en difficulté, d'élèves plus vulnérables, de familles plus défavorisées. Donc, les écoles, vous le voyez, sont en concurrence pour obtenir les élèves les plus payants, payants en argent, c'est sûr, mais aussi payants en résultats scolaires, ce qui permet de constamment monter dans les fameux palmarès. Quelques chiffres pour vous montrer aussi de quoi a l'air l'école à trois vitesses avant et après, dans le sens où on parle souvent de l'après. On va dire, ah, ben les élèves du public ordinaire n'accèdent au cégep qu'à 49%, la moitié n'y va pas, alors qu'au privé subventionné, c'est beaucoup plus haut. On a des bien meilleurs taux d'accès au cégep et à l'université. Tout ça, c'est normal, en fait, parce que les élèves ont été sélectionnés. Ce qui est important de faire, c'est de regarder ce qui se passe avant le début de l'école à trois vitesses, donc de voir qui va dans quelle vitesse. Et donc, vous le voyez là, par scolarité des parents ou par revenu des parents, vous voyez que c'est complètement stratifié. Donc, le système scolaire québécois organise un tri social des enfants et qui est très apparent là, quand on regarde les deux facteurs principaux, là, au fond, la scolarité des parents et le revenu des parents. Tout ça, ça a beaucoup de conséquences, des conséquences plus scolaires, d'autres un peu plus sociales. Côté scolaire, bon, ben, au Québec, on a le plus haut taux de décrochage au Canada, décrochage des élèves. On parle aussi beaucoup du décrochage des enseignants. J'en dis un mot parce que les enseignants qui se forment à l'université, ben, quand ils arrivent sur le marché du travail, ils ont peu d'ancienneté, donc se retrouvent en grande majorité dans le public ordinaire avec les classes les plus difficiles. Donc, ils sont avec les classes les plus difficiles au moment où ils ont le moins d'expérience. Et donc, quand on les voit décrocher en masse, on n'a pas de bons chiffres, là, comme beaucoup de choses en éducation au Québec, on n'a pas de bonnes données, mais on a des taux de décrochage des enseignants dans leurs 5 premières années sur le marché du travail là, qui vont de 15 à 25%. Donc, on perd beaucoup d'enseignants à cause de cette réalité de l'école à trois vitesses. Il y a sûrement d'autres raisons aussi, mais ça, c'en est une structurelle. Côté des conséquences plus sociales, disons, bien, il y a clairement une menace à la cohésion communautaire, le fait de ne pas aller ensemble à notre école de quartier. Bon, on se connaît moins, comme Juan en parlait tantôt, on est moins ensemble sur le chemin de l'école. Cohésion nationale, bien aussi, c'est évident dans le sens où très jeune, on comprend qu'il y a des bonnes et des mauvaises écoles et que ben, si nous, on se retrouve à la mauvaise école, comment est-ce qu'on peut croire donc dans le discours officiel sur l'égalité des chances? On devient cynique assez vite et donc cette idée de faire partie d'une même société s'effiloche très rapidement quand elle a été fondée dès le plus jeune âge là, sur un tri en silo. Une autre conséquence, c'est ce que je souligne ici, la dispersion. Donc le fait de ne pas aller à l'école de quartier, bien, on se fait envoyer partout sur le territoire. Donc, ça a beaucoup de conséquences sur la santé publique. Donc, il y a moins de déplacements actifs, il y a plus de trafic, plus de GES, plus de voitures de parents qui tournent autour des écoles. Donc, je vais revenir aux enjeux liés à la dispersion parce que ça touche vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais peut-être juste sur le côté scolaire pour vous dire que si l'école à trois vitesses a beaucoup de désavantages, bien, à l'inverse, la mixité sociale à l'école a beaucoup d'avantages, beaucoup d'impacts positifs. Je vous en mets quelques-uns d'une recherche récente. Donc, moins de décrochage, hausse des notes moyennes, plus d'altruisme, plus de générosité, plus d'estime de soi, plus de confiance dans sa capacité de réussir, hein, parce qu'on va à la même école, on a nous aussi
des attentes élevées à notre égard, donc on est plus confiant, même moins de délinquance. Donc ça, c'est tous des impacts positifs de la mixité sociale, des impacts positifs qu'on pourrait aller chercher si on avait de la mixité sociale dans nos écoles. Les impacts de la proximité, ben, Juan en a parlé un peu tantôt, mais ils sont évidents là, dans le sens où, bon, j'en ai parlé, la cohésion communautaire, le fait de marcher, le fait de ne pas se déplacer en véhicule. Je vous souligne un exemple intéressant qui a cours en ce moment même, là, je pourrais dire, qui est en temps réel. C'est le CSS, le Centre de service scolaire des Chênes à Drummondville. L'article qui est là de 1.5 est sorti hier. Donc, c'est en cours, c'est en ce moment même. Dans ce centre de service scolaire-là, ils ont décidé de presque arrêter la sélection des élèves. Donc, au lieu d'avoir des élèves qui sont sélectionnés par les écoles, ben, les élèves vont dans leur école de quartier et là choisissent un projet particulier. Je dis quasi fin de la sélection parce qu'il reste quand même 2 écoles où il y a de la sélection des programmes qui vont aller chercher leurs élèves par les revenus ou par les notes. Mais dans le cadre québécois, c'est quand même une avancée à noter, pardon. Donc, qu'est-ce qui arrive quand les élèves vont à leur école de quartier? Ben, il y a beaucoup moins besoin d'autobus scolaires à terme et le nombre de marcheurs augmente beaucoup. En ce moment, ça concerne ce changement-là les élèves de secondaire 1, 2 et 3. Et déjà cette année, c'est la première année, le nombre de marcheurs a doublé. Et l'année prochaine, quand les élèves de 1 à 5 seront concernés, ben, le nombre de marcheurs par rapport à l'an dernier aura triplé. Donc, c'est quand même des grosses augmentations, là, 100%, 200% d'augmentation. C'est considérable. Donc, avec tous les bénéfices qu'on a mentionnés déjà en termes de GES, de trafic, plus de sommeil, etc. Aussi, un autre bénéfice, c'est les économies en coûts de transport pour les commissions scolaires. Donc, s'il y a des gens des commissions scolaires qui écoutent, sachez que à Deschênes, ils n'ont pas encore chiffré les économies. Ils vont réussir à le faire l'année prochaine. Mais on peut s'attendre donc à des coûts de transport en forte baisse. Je vous ai mis là une citation de l'article où 2 élèves parlent un peu des avantages d'aller à leur école de quartier, qui ont du temps le matin, qui peuvent se lever plus tard aussi, ou faire leurs devoirs qu'ils n'ont pas eu le temps de faire. Ils ont le temps d'aller dîner chez eux, passer du temps avec leurs amis. Donc, en fait, bref, les bénéfices sont très nombreux d'avoir de la proximité. On l'a dit au Québec, on n'y est pas. Vous voyez la santé publique de Montréal l'année passée qui disait il nous faut des milieux de vie complets et surtout de courte distance. Il y a un rapport d'un certain Juan Torres, l'école et le quartier dans la planification urbaine, qui est excellent, je vous conseille de le lire, et qui nous dit, mais Jeanne a soulevé déjà qu'à Montréal, un élève sur 2 ne fréquente pas son école de quartier. Donc, on a beaucoup de travail à faire. Moi, je vous dirais, mon message aujourd'hui, c'est de se rappeler qu'il n'y aura pas de mobilité active au Québec sans école de quartier. Ça, je pense qu'il faut le souligner. Et peut-être l'autre message, c'est que ce n'est pas une fatalité. On n'a pas à juste faire de la gestion des méfaits puis s'accommoder d'un système d'éducation imparfait. Non, on peut changer le système d'éducation. C'est notre travail, nous, à École Ensemble. Donc, je vais vous présenter maintenant notre plan, finalement, qu'on propose pour se débarrasser de l'école à 3 vitesses en mettant un accent particulier sur l'aspect territorial. Mais donc, je commence en disant que ce qu'on propose, c'est de créer un réseau scolaire commun qui va mettre à l'abri du marché scolaire les écoles publiques et ce qu'on va appeler les écoles privées conventionnées. Donc, imaginez une sorte de parapluie sous la pluie. Donc, peuvent se cacher sous le parapluie les écoles publiques et les écoles privées conventionnées. Si une école privée actuelle dit « Non, moi, je veux rester dans le marché scolaire », mais ça sera possible, il y aura un statut d'école privée non conventionnée pour ces écoles-là. Donc, je vous explique tout de suite la différence entre ces 2 statuts-là. Les écoles privées conventionnées, pour commencer. Alors, ces écoles-là seront financées à 100% par l'État. En ce moment, ça tourne autour de 75% au secondaire. On va monter ça à 100%, donc autant que les écoles publiques.
Et donc, ces écoles-là deviendront gratuites. Dans les écoles privées conventionnées, il n'y aura plus de sélection. Elles vont devenir des écoles de quartier. Donc, elles vont éduquer les enfants qu'on leur confie. Elles gardent leur statut juridique, leur autonomie de gestion, donc leur conseil d'administration. Elles sont à but non lucratif et aussi elles permettent de maintenir les accréditations syndicales, ce qui est important pour les enseignants syndiqués du privé qui ont de l'ancienneté. Donc, vous voyez, ça ressemble un peu à un CPE, c'est privé, mais ça rend un service public avec de l'argent public. Si une école privée actuelle dit non, moi je ne veux pas me conventionner, elle pourra devenir une école privée non conventionnée. Donc, vous l'avez deviné, j'imagine, ces écoles-là n'auront plus aucun financement public. Elles vont facturer le plein tarif. Elles vont pouvoir continuer à sélectionner leurs clients de toutes les manières possibles et imaginables. Là aussi, les accréditations syndicales sont maintenues. Et je tiens à dire, elles restent encadrées par l'État. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne les finance pas qu'on perd le contrôle. Donc, l'exemple ontarien nous montre que c'est tout à fait possible. Donc, que ces écoles doivent enseigner le programme, qu'il y a des normes, etc. Et un rappel aussi, les écoles privées au Québec, elles ont le droit d'exister. On ne pourrait pas les nationaliser ou les abolir. Donc, en guillemets, la pogne qu'on a, c'est plus sur le financement. Et donc, c'est ce qui explique là, nos deux statuts conventionnés et non conventionnés. Donc, petit rappel, petit résumé là, sur le réseau commun. Les élèves sont associés à leur école de proximité via une carte scolaire, mais une carte scolaire équitable. Donc ça, j'y reviens tout à l'heure. Mais pour l'instant, on peut retenir que dans le réseau commun, c'est la fin du marché scolaire, c'est la fin des droits de scolarité, c'est la fin de la sélection des élèves par les écoles, ni par des examens, ni par des frais, ni non plus sur une base ethnique, de sexe ou de religion. Tout ça, c'est terminé. Et au fond, il y a un principe simple, c'est que s'il y a des fonds publics, ça doit être dans l'intérêt public. Le plan pour un réseau scolaire commun détaille beaucoup d'autres choses. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'aller dans le détail, mais tout ce qui est l'impact budgétaire, donc les coûts et les économies, la question de la transition entre maintenant et l'arrivée du réseau commun, la question des projets particuliers pour tous, comment les offrir à tout le monde, tout ça, c'est dans notre plan pour un réseau scolaire commun. Donc, vous pourrez y aller et chercher là, toute cette information complémentaire-là. Je vous parle donc plus précisément de la carte scolaire. Donc, pour rappel, c'est vraiment, dans le fond, un élève, une adresse, un bassin scolaire et une école, que cette école-là soit publique ou privée conventionnée. Quand on a travaillé sur le plan, on a fait beaucoup de consultations, on a travaillé là-dessus pendant 2 ans, puis les Européens, surtout, nous ont dit, faites attention à la carte scolaire, parce qu'il y a dans nos grandes villes de la ségrégation résidentielle. Donc, vous pouvez peut-être avoir un beau réseau scolaire commun, mais si vous avez un quartier au nord qui est riche, un quartier au sud qui est pauvre, une école au nord, une école au sud, vous allez quand même vous retrouver avec un problème de ségrégation dans vos écoles. Et c'est tout à fait vrai. Donc, c'est un problème qu'on a pris au sérieux, pour lequel on a cherché une solution, et heureusement, une solution existait déjà. En Suisse, c'est la solution des bassins scolaires optimisés. Qu'est-ce que c'est? Ben, pour prendre mon exemple nord-sud, alors une école au nord puis une école au sud, plus riche au nord, plus pauvre au sud, ben, au lieu de faire un bassin sud et nord, on fait un bassin est et un bassin ouest. Donc automatiquement, les deux bassins scolaires sont égaux, tout le monde peut le voir. Et donc, c'est l'idée des bassins scolaires optimisés qui doivent optimiser, au fond, la distance école-maison. On veut le plus de proximité possible. Et on veut aussi que les bassins scolaires soient le plus semblables entre eux socio-économiquement. Donc ça, c'est la théorie. On a demandé à une firme en Suisse qui fait ça, des bassins scolaires optimisés, de nous faire un cas réel pour le Québec. On a choisi le cas de Laval, qui est intéressant parce que... Désolée Oui, de t'interrompre. Oui, juste te rappeler qu'on peut te laisser encore peut-être 1 à 2 minutes pour conclure rapidement, mais tu parfait, peux terminer là, sur l'exemple de la carte scolaire. Merci. parfait. Donc, vous voyez, le cas de Laval, vous avez la première carte, c'est par aire de diffusion. Donc, c'est toutes les aires de diffusion de Statistique Canada. Vous avez notre indice socio-économique qui est famille avec un diplôme universitaire. En bleu, tout le monde en a. En rouge, personne n'en a. Donc, ça, c'est le portrait pour Laval. Regardez la deuxième carte. Vous avez toutes les écoles du futur réseau commun. En bleu, les publics. En mauve, les privés conventionnés.
Et là, l'algorithme roule tranquillement, d'abord purement géographiquement, puis ensuite avec l'indice socio-économique, et répartit donc les frontières pour créer des bassins scolaires les plus semblables entre eux possible. Donc, à Laval, la moyenne de notre indice, c'est 48%. Et donc là, on se retrouve avec tous les bassins scolaires à plus ou moins 5% de notre moyenne. Donc, on envoie un message aux enseignants, aux parents, toute la communauté finalement. Nos écoles sont semblables entre elles. Donc, c'est pas nécessaire de déménager, de contourner la carte, d'essayer d'aller ailleurs. Votre école ressemble à celle des autres. Peut-être un bémol, je lui dis tout le monde est à plus ou moins 5%. Regardez, il y a quand même une école avec un bassin orangé au nord. Euh, ces cas-là vont arriver. L'algorithme doit optimiser deux choses, l'indice socio-économique et la proximité. Et dans certains cas, mais si on veut de la proximité, on va perdre en équité. Donc, ça va arriver des cas comme ça. Le nord de Laval est assez rural, il y a des grandes distances. Donc, ça va arriver. Et donc, dans le plan, ce qu'on propose, c'est que une fois qu'on a tout fait pour égaliser les bassins scolaires, si on n'y arrive pas, ben là, dans ces cas-là, et seulement dans ces cas-là, il y a des fonds additionnels qui seront donnés aux écoles pour qui on n'a pas réussi vraiment à optimiser leur bassin scolaire. Ben, je pense que je pourrais terminer là-dessus en vous disant que donc ce modèle-là est utilisé en Suisse là, depuis 2 ans. Et je vous laisse juste avec un petit tableau récapitulatif donc, du réseau commun versus le marché scolaire. Et ben, on pourra en parler plus longtemps là, à la période de questions. Merci beaucoup, Stéphane. Merci pour cette présentation qui met quand même vraiment en lumière là, les enjeux d'écart en matière d'équité au Québec. Puis, avec deux exemples quand même intéressants, là, Drummondville, Laval, qui viennent aussi révéler le potentiel de repenser le découpage ou l'accès aux écoles de quartier au Québec. Donc, on va terminer ce webinaire, en fait, avec Valéria Cartes-Léal. Valéria est experte en la qualité des équipements scolaires au sein de Perspectives Bruxelles, architecte urbaniste et docteur en art de bâtir et urbanisme de l'Université catholique de Louvain. Elle est engagée dans plusieurs projets de recherche. Elle a dirigé et contribué à diverses publications sur la mobilité scolaire et la qualité des infrastructures scolaires en Belgique, mais aussi au Chili. Depuis 2016, au sein du service école de Perspectives Bruxelles, elle travaille à l'amélioration de la qualité urbaine des infrastructures scolaires, ainsi qu'à l'aménagement des abords des écoles. Elle accompagne également les porteurs de projets dans la réalisation et le développement d'infrastructures scolaires en région de Bruxelles-Capitale. Alors, bienvenue à toi, Valéria, et la parole est à toi. Bonjour. Et je ne sais pas si vous me voyez parce que je ne vois rien en tout cas. Oui, je pense Et que la caméra a un enjeu, mais pourtant, tout à l'heure, je vous voyais bien. oui, c'est ça que j'essaye de voir. Qu'est-ce qui se passe? Désolée. Tout à l'heure, on avait tout essayé. C'est toujours pas? Non, je ne vous vois pas, mais je vous entends bien. Donc, si vous Ok, voulez... oui, si l'important c'est pouvoir partager. Donc, je vais d'abord tester le partage, ceci va marcher. Est-ce que c'est bon? Oui, on voit bien. Parfait. Et bon, tout d'abord, merci de cette invitation, merci à Vivre en Ville, merci à Martin aussi pour l'organisation, la prise de contact, à Joël pour cette modération et à Jeanne pour cette magnifique introduction. Voilà, avant de commencer, moi, il y a beaucoup de choses que ça évoque les deux interventions précédentes et je trouve que on pourrait continuer avec des autres webinaires pour échanger parce qu'on parle de la planification, la mutualisation, la ville dense, le mode actif, école inclusive, collaboration, quartier, école du quartier, l'attractivité, le décrochage scolaire et des enseignants, l'école comme lieu de citoyenneté qui sont vraiment, vraiment dans le cœur de ce que nous on travaille et c'est ce que depuis des années que moi je travaille aussi. Donc voilà, je vais commencer d'abord, j'espère,
peut-être ma présentation va aller plus dans un balayage de tout ce qu'on fait, de tous les outils. Donc, pour ma part, c'est comment on peut faciliter l'équipement scolaire, ici dans les cas à Bruxelles, pour aménager, pour intégrer l'école dans aménager un territoire, planifier la ville, mais aussi comment l'intégrer l'école comme équipement scolaire, mais aussi comme un équipement au-delà de l'école dans la ville. Donc, je vais rapidement passer un cadre général pour vous contextualiser où je me trouve, où se trouvent tous les contextes bruxelloises et tous les outils qu'on développe avec mes collègues aussi au sein de Perspective Bruxelles. Donc, tout d'abord, Perspective Bruxelles, c'est un centre d'expertise régional. C'est un centre de développement où il y a beaucoup, on produit beaucoup des outils de l'aide à la décision, on facilite des processus et des mises en conformité des projets. On travaille sous la veille des territoires, des différents observatoires, logement, culture, école, vie étudiante. On est une plateforme d'échange, donc c'est où passent tous les questionnements sur la ville, les nouveaux projets, tout ce qui c'est en région bruxelloise. Et on a, que vous allez avoir une idée, on a 5 départements. Donc, il y a l'Institut bruxellois des statistiques, donc tout ce que c'est les statistiques, tout ce que c'est les chiffres, hein, les évaluations de politique publique de la région. Tout ce que c'est le département de connaissances territoriales, où on trouve les diagnostics de la ville pour les nouveaux territoires, les nouveaux projets. La stratégie territoriale, que c'est un peu plus des cas pratiques. Donc, on travaille aussi sur la planification de réglementation, les nouveaux plans et stratégies et des études. Et les services écoles et vie étudiante où je travaille, et donc où on fait la question des écoles, mais aussi le décrochage scolaire que je vais vous présenter plus tard. Et on ne passe pas. Voilà. Et donc, les services écoles et vie étudiante, je travaille à différentes missions. Donc, d'une part, il y a tout ce que c'est le monitoring des besoins de places depuis la petite enfance, la crèche, jusqu'à l'enseignement supérieur, et c'est nouveau, les places dans les universités. Donc, on passe crèche, école, vie étudiante et logement étudiant. Donc, comment c'est... Bruxelles, c'est une ville étudiante avec beaucoup des étudiantes aussi internationaux. Donc, c'est une question que ça préoccupe aussi dans la planification de la ville. La facilitation, donc, de plus que je vais vous parler, donc, c'est les soutiens à la création de nouvelles places des écoles, l'intégration urbaine des équipements scolaires, donc, par les dispositifs de contrat école. Tout ça, je vais vous détailler plus en avant. La vie étudiante, donc tout ce qui est en lien avec l'enseignement supérieur, université, haute école, l'accrochage scolaire, donc là, en gestion différents programmes qui financent des différents dispositifs d'aide pour lutter contre le décrochage scolaire, autant avec les communes, mais aussi par les secteurs associatifs. Donc, on finance certains projets des secteurs associatifs aussi. Et autant, comme on est dans un centre d'expertise, on fait beaucoup d'études, de publications, des outils en ligne que là aussi je vais vous présenter. Et notre service est aussi assisté par un comité expertise, donc la partie école. Et c'est pour aussi travailler dans les compétences des différents, les compétences régionales et communautaires. Il faut savoir que l'enseignement en Belgique revient à la compétence des communautaires et la région n'a pas la compétence de la communauté. Donc, Bruxelles accueille dans son territoire l'enseignement des deux communautés, c'est-à-dire francophone et néerlandophone.
Et donc, nous, en travaillant à la région, on accompagne ces deux vitesses, on va dire, d'enseignement. Donc, la mission, on va dire, un peu plus important de Service École et pour lesquels il est né en 2014, a été soutenir la réalisation des équipements scolaires, améliorer la qualité des infrastructures scolaires et intégrer les écoles dans leur quartier. Et tout ça, c'est parce que l'école à nos yeux, c'est un partenaire dans les développements urbains et dans l'urbanisme scolaire. Donc, l'école va constituer d'une certaine manière, et je pense que Juan, il a très bien expliqué au parcours de notre vie, un lien, même comment usager direct de l'école comme enfant jusqu'à quand on est parent, et après même, parfois, parce qu'on peut être, même si on n'a pas des enfants, on peut être accompagné un enfant à l'école ou parce qu'on est juste voisin de l'école. Hein. Donc, il y a quand même un lien assez fort. Donc, c'est un espace qui peut offrir aussi une possibilité de partage et référente aussi dans le quartier. Donc, après ce contexte, je vais vous montrer quels sont les outils que l'on utilise pour accompagner nos missions. Et donc là, c'est d'abord la facilitation. Donc depuis la création de la fonction de la facilitation, c'était suite à un problème de demande des places scolaires ça a été à créer ce service. Et donc on les accompagne pour trouver un lieu, aussi pour stimuler la qualité de l'équipement, pour accélérer les processus dans les demandes parfois des permis d'urbanisme. Et on travaille avec toutes les écoles, avec, on les dit pouvoir organisateurs, mais les gestionnaires des écoles, les propriétaires des écoles, les architectes, mais aussi ceux qui ils donnent les permis d'urbanisme. Comment on le fait? On fait des réunions, on donne des avis, on identifie les sources de financement, on met à disposition tous nos outils, on est un peu le point intermédiaire, donc on concerte les différents acteurs pour trouver des solutions. Donc notre objectif, c'est la bonne réalisation des projets et donner tous les moyens possibles. Tous ces services, la région les donne, mais c'est gratuit et c'est volontaire. Ce n'est même pas une obligation. Donc, et notre outil, parce que c'est bien, on doit faciliter, mais on doit dire où il faut les trouver, où se trouvent les places qu'il faut remplir, où ils sont les centres d'attention, combien de places ils sont en train de créer, quels sont les nouveaux projets. Et ça, c'est le monitoring de l'offre et la demande scolaire. Donc, on monitore toutes les nouvelles places, les projets, les demandes de permis d'urbanisme, parce que si on les accompagne, quelquefois, même en amont, même au début du lancement du marché public. Et on va faire l'adéquation avec le département, en fait, l'Institut des statistiques. On va dire, voilà, la projection, on a besoin dans quelques années de places parce qu'ils sont en train de créer autant de places déjà. Un autre outil c'est la Toolbox qu'on a créée. Donc, c'est une plateforme Internet ou évolutive aussi, parce que les choses changent, les réglementations. Mais là, on va trouver tous les acteurs, toutes les réglementations, toutes les recommandations, autant communautaires, régionales, les normes et même la liste de tous les financements disponibles, les fiscalités qui doivent être applicables pour les écoles, pour la construction ou pour les changements d'affectation d'un lieu, qui se trouve dans cette toolbox et qui va évoluer et changer à fur et à mesure qu'on reçoit des informations. C'est une plateforme aussi beaucoup c'est un point de relais finalement avec des autres institutions. Et nos trois outils, en fait, notre outil phare, c'est nos guides, ces trois guides qui sont créés en 2018, 2021, 2022, donc qui vont d'une part parcourir tous les éléments importants pour l'intégration de l'école et la ville. Donc d'abord
mon école en espace de qualité, ça survole différents éléments importants pour travailler sur, en fait, pour aborder la question de l'école et la qualité de l'école. Donc, c'est autant pour la programmation. Là, c'est vrai que je n'ai pas dit, nous, on ne travaille pas sur les contenus. En fait, la question pédagogique, ce n'est pas nos compétences. On travaille qui est pour donner des recommandations et prend évidemment les normes de chaque communauté dans la infrastructure, dans l'école comme dans l'idée d'un équipement. Hein. Et parce que c'est aussi dans la compétence régionale de l'aménagement des territoires qu'on travaille sur ces chapeaux. Et ça, c'était pour préciser. Donc, c'est effectivement dans cet avis, recommandation, accompagnement, nous, on ne va pas parler de la pédagogique, même si ça peut donner des résultats à l'espace vers un type de pédagogie. Mais on va parler ici, par exemple, dans cette école sur les questions aussi de sécurité, les questions de confort, les questions de l'environnement, l'intégration de l'école de la ville et comment ça fonctionne l'école dans une infrastructure comme la salle de classe, les espaces polyvalents, les réfectoires, etc. On a une checklist. C'est aussi important à préciser que tous ces outils que nous on a fait, on l'a fait avec un objectif de trouver un langage commun entre les usagers, tous les publics scolaires, donc même un public non averti comme un enfant, comme un parent, un directeur d'école, mais aussi comme tous les publics techniques, les architectes, les urbanistes, celui qui va donner les permis d'urbanisme, qui va donner les subsides, qui gère les normes, etc. Donc, c'est trouver un langage un peu aussi même ludique, ça peut servir de manière pour parler sur la question de l'école et participatif. Je vois que je dois passer un peu plus vite. Donc, voilà. En gros, ces aspects général de l'école, ils se trouvent dans cette guide. La suivante, parce que suite à ça, on a dit, il y a les espaces communs. Et les espaces communs qui travaillent plus en lien et en contact avec l'extérieur ou la ville ou les quartiers, c'est un des aspects, c'est la cour de récréation et qu'on voit qu'il y a beaucoup de problématiques aussi pour le bien-être de l'enfant, d'inclusivité, etc. Donc, dans cette guide qu'on a fait, on l'a fait aussi avec le ministre, le Bruxelles Environnement, qui est un peu le ministère de l'Environnement, et on a travaillé sur base de 5 ambitions et qui peut, d'une manière ou d'une autre, trouver et qu'on peut échanger et prendre une partie de l'autre. Tous les liens ils seront dans la présentation PowerPoint, donc je vais passer assez rapidement. Mais qu'est-ce que vous allez trouver là et pourquoi nous on l'a fait? C'est parce que c'est aussi un espace, pour nous la cour de récréation, c'est un lieu aussi de liens sociaux, d'apprentissage, mais c'est aussi peut favoriser la biodiversité et la végétation. Par la végétation et par toutes ces biodiversités et créer des espaces d'apprentissage, essayer de faire sortir les enfants de bâtis scolaires vers l'extérieur. Donc, ça aussi génère un peu plus un bien-être à l'enfant. Ça diminue l'îlot de fraîcheur, donc l'îlot de chaleur, pardon, ça donne de fraîcheur. Mais aussi, c'est un lieu qui a beaucoup de conflits et de violences. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu qu'à travers la nature, travailler avec la végétation et là, de manière participative, évidemment, donc l'enfant, il est au cœur aussi de tous ces questionnements, va donner aussi des espaces inclusifs. Et on va, par là, essayer de gérer la violence. Nos derniers guides, c'est on a beaucoup parlé ici sur les questions de la mobilité. Donc, c'est travailler sur les abords de l'école. Aujourd'hui, à Bruxelles, on travaille beaucoup sur les modes actifs aussi, essayer d'attirer le plus possible l'usage, la marche ou bien les vélos, etc. Mais c'est un lieu de contact. Hein. Les abords de l'école, c'est un lieu de contact entre les quartiers, où il y a des conflits parfois aussi, où il existe l'école. Et donc, ça aussi, ça traite comment
améliorer les espaces au bord de l'école, comment il peut interagir, comment donner un meilleur accueil, par exemple par un parvis d'école conviviale, comment aussi faire à travers travailler les abords d'école, que ce n'est pas seulement la mobilité, mais aussi les bâtis, faire une école identifiable et plus attractive. Et aussi, on a un autre outil qui c'est, je vais passer vite, c'est améliorer la qualité des équipements, comme on a dit, c'est on fait une base de données. En fait, on analyse tous les permis d'urbanisme. On a commencé en 2021 cette data pour voir quels sont les différents permis d'urbanisme où traite la question de la qualité et de l'amélioration de l'accueil dans les écoles. Et on a utilisé notre grille de le premier guide que je vais vous montrer, Mon école en espace de qualité. Et notre dernier aussi outil, que c'est assez intéressant parce que là, en fait, on a plus la marge parce que l'autre, c'est vraiment des recommandations. On n'a pas d'argent à donner. On donne des avis, on accompagne, mais on n'a pas en contrepartie à exiger parce qu'on ne donne pas de l'argent. Mais par contre, ici, le contrat école, c'est un dispositif qui vise donc c'est 5 millions par an la région donne suite à un appel à projet pour les écoles, pour dire, les écoles, ils disent, OK, moi, je me porte candidat pour ouvrir l'école vers les quartiers. Et en contrepartie, la région va nous donner l'argent pour améliorer cette infrastructure. Donc, c'est l'idée aussi, pas pour les classes, mais par exemple, pour un réfectoire qui va être après ouvert pour les quartiers, les cours de récréation, une salle de spectacle. Donc, l'idée aussi, c'est donner en même temps, ça cristallise de manière ou une autre l'idée que nous on a que l'école est au-delà d'un équipement éducatif, mais c'est aussi un équipement qui peut être un levier d'intégration urbaine, un levier aussi pour la planification. En manque d'équipement, l'école aussi est présente. Et par ailleurs, des autres choses que nous on donne, c'est penser à l'école de manière, des conseils. Quand on est en phase d'un projet en amont, on essaye de donner le maximum de recommandations pour faire un bâtiment évolutif qui évidemment accueille tout le besoin d'une école, mais qui dans le futur, et ça c'est pour l'intérêt aussi de circularité, peut accueillir des autres fonctions. Parce qu'on les voit aujourd'hui dans la reconversion des bâtiments qu'on utilise beaucoup maintenant, c'est les bureaux qu'on le transforme en école parce que on a parlé de la ville dense et Bruxelles est une ville très dense où il manque des espaces. Merci Valéria? beaucoup. Ah, bon, c'est parfait. Merci beaucoup pour ta présentation. J'allais t'inviter à conclure, mais c'est parfait. On avait le même timeline en tête. Je suis désolée qu'on n'ait pas réussi à te voir présenter, mais parce que j'espère que ça pourra peut-être fonctionner dans les prochaines minutes pour la période de Oui, je vais questions. essayer maintenant. Mais donc, je voulais te remercier pour cette présentation. Puis je pense que le contexte belge peut certainement apporter des pistes très intéressantes au contexte québécois, que ce soit du côté de la municipalité, des centres de services scolaires ou de tous les autres acteurs qui gravitent autour de ce milieu-là. Donc, merci à vous trois, en fait, là, pour vos présentations. On va passer à la période de questions. On a déjà reçu quelques questions, mais on vous invite à continuer à utiliser l'outil de discussion sur Zoom pour nous adresser les questions par écrit. Je vais commencer par une question que j'avais moi-même de mon côté. Donc, pour les trois panélistes, vous pouvez ouvrir vos caméras pour qu'on puisse jaser et avoir cette période d'échange ensemble. On a parlé certainement de vieillissement de la population, de migration interne, de transformation de certains quartiers. Donc, les villes au Québec sont en pleine mutation démographique. Puis, ce sont des changements qui ont un impact direct sur la planification des écoles et sur l'utilisation des ressources. Dans ce contexte-là, première question que je vous lance, c'est comment est-ce qu'on peut anticiper ces dynamiques démographiques pour optimiser les équipements et les investissements scolaires et surtout éviter le cycle d'ouverture et de fermeture des écoles dans les quartiers. Donc, Juan, peut-être que je peux t'inviter à débuter, mais ensuite, Stéphane et Valéria, vous pouvez également compléter.
Avec plaisir. Ben, actuellement, dans le réseau de l'éducation, on utilise quand même des données du registre des naissances, et leur domicile justement enregistré pour anticiper ce qui va devenir une demande dans un quartier. Donc, c'est quand même un horizon de 5 ans, 4-5 ans, du moment où les naissances sont enregistrées avant d'imaginer que ces enfants vont arriver, par exemple, à une école primaire. C'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Puis je pense que ce dont on parle, c'est d'une autre temporalité également, des fluctuations peut-être dans des termes plus longs. On le sait, des projets de développement urbain, des projets de design urbain, ben, tu le sais, le design urbain, c'est des projets qui durent souvent 15, 20, 25 ans. Et dans cette période de temps, ben, les municipalités, toutes les autres parties prenantes ben, s'investissent dans le développement des parties des villes, des villages, des quartiers. Et ça, c'est la partie, par contre, qui échappe justement à l'outil actuel qui est uniquement l'enregistrement des naissances comme mode de planification. Donc, je dirais que c'est là que l'idée de mieux connecter la planification urbaine, les projets de développement urbain des municipalités et la planification scolaire ben, deviennent clés. Mais bon, je laisse mes collègues abonder puis enrichir la réponse. Peut-être juste un mot pour abonder dans le même sens, mais rappeler que en ce moment, mais notre carte scolaire, elle est en lambeaux. Elle est contournable autant par les élèves qui sont sélectionnés par les écoles privées subventionnées que les écoles publiques sélectives. Il y a au secondaire 21% des élèves qui sont au privé subventionné, puis à peu près, puis, les chiffres sont imprécis, mais à peu près 23% au public sélectif. Donc, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup d'élèves qui échappent à toute tentative de planification. Donc, on pourrait avoir les meilleurs outils de planification, mais quand ces élèves-là ne vont pas à leur école de quartier, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, je dirais que c'est un autre désavantage de la solution que les Suisses nous proposent, où là, ben, on a vraiment une planification qui peut se faire à long terme, beaucoup plus facilitée, puis qui est constamment revue à la lueur des nouveaux recensements. Donc, on peut à chaque 5 ans refaire les frontières de la carte scolaire. S'il y a une nouvelle école qui s'ouvre, on peut refaire aussi les frontières, puis ajuster avec une transition. Donc, seulement les élèves de secondaire 1 vont dans la nouvelle école, à l'an 2, secondaire 1 et 2, etc. Donc, c'est une manière de faire qui faciliterait beaucoup la planification et aussi l'allocation des ressources, parce qu'on aurait le même nombre d'élèves, par exemple, en difficulté ou atteints de handicap quelconque dans chaque école. Donc là, on peut planifier les ressources aussi beaucoup plus facilement du point de vue du ministère de l'Éducation. Moi, je voudrais peut-être partager ce qu'on vit ici. En Belgique, on n'a pas la carte scolaire, mais il y a, comme on a aussi deux vitesses entre les deux communautés, en tout cas, les inscriptions à la région, à Bruxelles, sont différentes de la part de la communauté française et de la communauté néerlandophone. Donc, pour les primaires, par exemple, la communauté néerlandophone travaille, on dirait, un peu la carte scolaire. Donc, il va donner préférence à la distance de déplacement domicile-école. Pour les secondaires, c'est ouvert à tout le monde. Pour les côtés francophones, c'est aussi le choix de chaque parent. On n'a pas une inscription, mais par contre, un fondamental. Mais par contre, en secondaire, la localisation et la distance domicile-école, ça joue aussi. Et que c'est quelque chose un peu contradictoire parce qu'en secondaire, comme bien aussi le dit Juan Torres, allez, on pousse plus. Donc, malgré cet choix des parents, on peut entre guillemets dire qu'il y a un choix, ça existe une ségrégation. Quand nous, on cartographie toutes les écoles à Bruxelles et c'est assez isotrope. En fait, c'est assez bien réparti. Mais les choix des parents n'est pas réparti. Les choix des parents n'est pas les mêmes parce que si un enfant peut avoir un besoin différent. Aujourd'hui, on voit aussi une multitude de nouvelles écoles à différentes pédagogies, pédagogie active, Montessori, Steiner, Freinet, etc.,
qu'on voit qui émerge des parents. En fait, moi, j'accompagne énormément des nouvelles écoles qui ils sont créés soit par des parents et des enseignants qui décrochent d'un système pour donner, parce qu'il a une demande, donc il répond un peu à une offre qui émerge de ce sujet. Je trouve que je n'ai pas une solution, mais je pense que c'est des éléments aussi à réfléchir au moment de planifier un système qui peut être aussi contraignant pour le choix, je ne sais pas si c'est le choix des parents, ce que je dis, pour la particularité qu'il peut avoir pour chaque famille, mais aussi pour chaque enfant. Qui peut être pas la même. Je pense que c'est quelque chose c'est des éléments qu'on doit tenir en compte. Merci à vous trois pour cette première réponse très complète. Je vais rebondir, Valéria, sur un élément que tu as mentionné sur la question de la construction des nouvelles écoles, puis d'accompagner en fait les différents acteurs à travers ce projet-là. Est-ce que, ben, je lance la question à Valéria, mais évidemment, je vous invite aussi à répondre. Là. Au niveau de la forme, de l'architecture des nouvelles écoles, de quelle manière est-ce qu'on peut envisager des changements de pratique au niveau de la forme d'architecture pour que les nouveaux bâtiments répondent mieux au contexte urbain, aux différents contextes aussi, ça peut être en banlieue aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut réfléchir la forme, l'architecture, l'implantation pour répondre à ces différents besoins en matière de densification? Oui. De la manière que nous, on accompagne et on justement donne des conseils pour ça, c'est travailler beaucoup sur la question des accessibilités. En fait, et là, c'est l'architecture, les orientations, vers où on va orienter une salle de sport, vers où on va orienter la cour de récréation, les classes, évidemment, mais pourquoi je parle comme ça? Parce que du point de vue de l'intégration de l'école à la ville ou au quartier ou à la communauté, c'est les équipements communs de l'école, il peut être aussi donné à la communauté. Donc, nous, on va regarder de cette manière la conception de l'architecture, mais aussi pour des questions aussi de réglementation en termes acoustiques, par exemple, aussi la cour de récréation, de manière, ça peut être très bien intérieure, en îlot, mais en même temps peut avoir des problèmes avec les voisins en Belgique. En tout cas, c'est assez difficile. La cohabitation, parce qu'on est dans un pays très dense et une ville, notamment Bruxelles, très, très dense. Mais voilà, je résume un peu dans des grandes lignes, mais évidemment, les guides, surtout la première guide, dont plus spécifiquement, peut répondre de manière plus précise chaque élément de l'école, de ce qu'on donne. Donc, je vous invite à la consulter. Mais j'ajouterais brièvement que effectivement, il y a dans des contextes de grandes densités, ben, une rareté d'espace. Donc, penser à des configurations différentes, ben, c'est parfois la seule façon d'imaginer qu'une école puisse s'y installer. Puis par configuration différente, ben, effectivement, je parle des bâtiments avec des usages mixtes qui cohabitent dans le même immeuble. C'est sûr qu'on a un rapport quand même à cette image de l'école un étage avec une grande cour détachée à côté d'emboisé comme un objectif. Et dans certains milieux, c'est encore jouable. Mais dans beaucoup de milieux, dans des villes en transformation, ce ne le sera plus. Donc, c'est là que cette ouverture à différentes configurations est importante. Puis c'est là aussi que la mutualisation dont Valéria parle est très, très importante. Ben, c'est une façon finalement de répondre à plusieurs besoins d'un quartier. La cour d'école, c'est aussi une place publique, c'est aussi un terrain d'agriculture urbaine pour la communauté. Donc, cette combinaison des fonctions dans un même espace partagé dans le temps, c'est peut-être une voie pour résoudre cette rareté d'espace. Je termine juste en disant que ce qui est regrettable, par contre, c'est de se retrouver parfois en compétition. Et ça, on l'écoute souvent, c'est soit le parc ou soit l'école. Comme si on avait en fait à décider ben, quel bras tu préfères perdre, le droit ou le gauche. Mais non, on a besoin des deux pour applaudir. Donc, de dépasser cette idée de compétition et de comprendre que les deux sont importantes et que ben,
là, l'ouverture, la recherche, les études de cas, des exemples inspirants qui en existent quand même à travers le monde peuvent être très utiles. Puis Vivre en ville fait un travail quand même très important également depuis sa création, d'identification des bonnes pratiques, des veilles, des cas innovants. Et je pense que c'est un chantier super important là, de nourrir, de nous donner l'envie à toutes les parties prenantes aussi d'aller au-delà des recettes que l'on connaît, mais qui sont insuffisantes aujourd'hui par rapport aux défis. Stéphane, est-ce que tu voulais réagir là-dessus ou je peux passer à d'autres questions ou commentaires de toute façon? Ben, justement, un commentaire qui est intéressant à partager qu'on a reçu dans le chat, je vous le partage. Donc, un enjeu que les municipalités ont, c'est que les centres de services scolaires peuvent décider et exiger les terrains à céder gratuitement au ministère de l'Éducation pour la construction des nouvelles écoles. Donc, les municipalités vont se faire imposer souvent le choix d'un site et ce, sans égard à la vision de la municipalité. Donc, il y a encore vraiment aussi un enjeu à essayer de dépasser ou de contourner ici. Donc, pas nécessairement une question, mais ça peut être intéressant là, dans vos réflexions. Je veux nous garder du temps aussi pour des questions. On a plusieurs questions par rapport à la carte de Laval. Donc, pour Stéphane, dans l'exemple de Laval, il y a eu un certain processus de redéfinition des territoires écoles, donc des barrières. Une question notamment sur ben, comment est-ce que les barrières urbaines, par exemple, ou les difficultés de la trame de rue, ou bon, d'autres enjeux comme ça, les aménagements physiques, la qualité des trottoirs, est-ce que tout ça est pris en considération dans est-ce qu'on a accès finalement à cette école, même si le territoire a été redéfini? La qualité des trottoirs, là, j'avoue que c'est quand même poussé, mais sinon, toute la configuration routière, oui, peut être prise en compte. Dans l'exemple spécifiquement sur lequel on a fait travailler la firme suisse, là, il y avait pas de prise en compte là, de tel boulevard peut être dangereux à telle heure, ce genre de choses. Mais l'algorithme est capable de l'inclure, donc de prendre toutes les données de trafic de Google et de l'inclure dans la carte. Il reste aussi qu'à la fin, ben, il faut quand même des humains pour venir dire ben ça apparaît pas encore, mais telle rue va bientôt être fermée. Donc, bon, il faut une intervention humaine à la fin. Mais vous pouvez aller jeter un coup d'œil. La firme, en fait, qui a fait le travail pour nous s'appelle Ville Juste. Donc, vous pouvez aller regarder le site de Ville Juste. Il y a quelques autres exemples qui sont donnés. Eux, là où ça a été mis vraiment en pratique, c'est dans le canton de Zurich. Mais ils ont fait des démonstrations pour d'autres cas aussi. Euh, et éventuellement, on aimerait en faire d'autres parce que souvent les gens nous disent, ah oui, pour Laval, ça irait, mais en milieu rural, est-ce que ça va fonctionner? Ou d'autres nous dire, ah ok, Laval, ça va, mais à Montréal, est-ce que ça fonctionne partout? Puis on va essayer de faire d'autres cartes, mais en attendant, vous pouvez jeter un coup d'œil sur le site de Villejuste. Aussi sur le site d'École Ensemble, vous avez un petit document PDF avec un peu plus de détails sur la manière dont la carte de Laval a été faite. Merci beaucoup pour ta réponse. Peut-être une dernière question là, pour vous trois. Donc, vous avez tous les trois une connaissance assez intéressante en termes d'expérience internationale. Puis j'aimerais vous demander ben, à quel point est-ce que les structures administratives qui gèrent les écoles peuvent freiner ou à l'inverse peuvent freiner ou à l'inverse stimuler les différentes solutions. Par exemple, ben, au Québec, il y a des frontières qui sont plutôt artificielles, qui sont créées pour délimiter un centre de service scolaire plutôt qu'un autre. Donc, est-ce que ça devient un frein ou plutôt quelque chose qui vient stimuler différentes solutions? Je peux commencer, puis Lance-toi. ça va, Vas-y. c'est ça. En fait, on a besoin quand même de découpage dans toute notre vie, dans tous nos domaines là. Et la gestion scolaire n'est pas l'exception. Ces découpages sont pensés aussi avec une logique d'efficacité, d'essayer de s'arrimer le mieux possible
aux besoins, d'optimiser nos ressources. Donc, il ne faudrait pas voir le découpage comme quelque chose de négatif. C'est nécessaire le découpage, c'est nécessaire ces structures, c'est nécessaire aussi cette structure institutionnelle que nous avons au Québec avec un ministère de l'Éducation, avec un ministère des Affaires municipales, etc. Donc, on a besoin de ces découpages-là. Mais leur angle mort, toujours, sont condamnés à ça. Et justement, ce qui se trouve entre eux, entre deux chaises, c'est là justement que se trouve peut-être la cible de ce qui devrait être notre effort collectif, de permettre mieux la collaboration entre ces différents secteurs. Parce que de transformer un découpage sectoriel ou territorial pour un autre, ben, peut-être peut régler certains problèmes, mais va en comporter d'autres angles morts. Donc, j'insisterai plutôt sur ces mécanismes de liaison et de communication entre les secteurs. C'est sûr que c'est difficile, ça engendre des coûts, c'est un effort qui ne va pas de soi. Ça demande également la volonté politique. Peut-être pour terminer, je dirais simplement que probablement au niveau plus abstrait, plus général, ce que je viens de dire, c'est l'importance de de reconnaître que l'école sommes nous tous, que la ville est l'école aussi, puis que réciproquement, ben, l'école, c'est aussi le quartier, puis qu'il y a une responsabilité également citoyenne et des ressources et d'espace pour les ménages, pour les personnes qui habitent dans un quartier. Voilà. Je pourrais peut-être juste compléter, c'est sûr que des fois les frontières des commissions scolaires peuvent paraître un peu, ou des centres de services scolaires peuvent paraître arbitraires, mais bon, il faut que la frontière passe quelque part. L'idée, c'était une idée de décentralisation quand même, que tout ne soit pas décidé à partir du ministère à Québec. Malheureusement ou heureusement, là, ça dépend un peu du point de vue où on se place, mais avec le projet de loi 40 qui est venu changer les pouvoirs du ministère de l'Éducation, ben là, au lieu d'avoir une décentralisation vers les centres de services scolaires, on a plutôt une déconcentration. Donc, ces centres de services scolaires-là sont un peu des directions régionales du ministère de l'Éducation maintenant, dans la mesure où les directeurs généraux peuvent se faire renvoyer par le ministre du jour au lendemain. Donc là, on a un problème de logique institutionnelle. Mais peut-être juste une note, parce que vous parliez de perspectives internationales. On a au Québec un avantage pour ce qui est de la gouverne du milieu scolaire, c'est que ça se décide à Québec. Si on va, je ne sais pas, en Espagne, ben là, ou en France, les municipalités sont incluses là-dedans, ou des gouvernements régionaux. Alors nous, ici, le fédéral n'a rien à voir, les municipalités non plus. Donc, on peut avoir un interlocuteur à Québec. Ça, c'est un avantage. Oui, il faut qu'il y ait une collaboration entre les acteurs, mais quand c'est le temps de prendre des décisions, au moins, on n'est pas écartelé en plein de juridictions. Puis le cas belge, avec ses 6 niveaux de gouvernement, est assez particulier par rapport à ça. Et moi aussi, je voudrais un peu pour encore réfléchir aussi sur cette question parce que c'est assez intéressant parce que nous, on travaille dans le cœur de ça. En fait, on a les découpages à Bruxelles, surtout, c'est institutionnel, c'est différentes logiques et c'est des compétences différentes. Et suite à une étude, en fait, que moi j'avais travaillé auparavant, c'est ça qui a sorti l'idée de créer un lieu qui facilite et centralise toutes les informations pour que tout le monde soit informé et qui compte avec toutes les informations et les opportunités dans un même endroit. Et ça, c'était le fait qu'il y ait né les services écoles. Donc, où je travaille. C'est la création de cette facilitatrice, que c'est une facilitatrice, un très fois maintenant, et, qui va essayer de. On n'est pas l'interlocuteur, mais on est l'intermédiaire. On essaye de faciliter. Donc, on est en constante recherche des informations, des acteurs, de mettre autour de la table. Et c'est comme moi, je répète toujours, moi, dans une table, je représente dans une réunion à qui n'est pas là. Donc, c'est pour ça que je facilite.
Donc, soit l'école, soit l'architecte, soit qui va donner les permis d'urbanisme, soit qui va subsidier, en fait, ou qui va donner les directrices au niveau de l'éducation. Donc, je vais essayer, et de ça, c'est le rôle aussi de faciliter, d'être l'intermédiaire par l'interlocuteur, parce qu'on ne l'a pas. Il y a à Bruxelles, c'est compliqué d'avoir un seul interlocuteur parce qu'il y a différentes compétences, les communautés. Mais c'est ça qu'on va essayer. En tout cas, c'est mon rôle, le travail que je fais jour à jour par nos outils, par les différentes aussi manières d'amener les réunions, par la connaissance des différents acteurs et des parties prenantes, donc, et par la participation. Donc ça, c'est Oui. vrai que je crois que c'est clé, ça. Oui, c'est très intéressant ce volet facilitateur. J'espère que ça pourra en inspirer plusieurs pour ramener un peu ce concept-là au Québec. On va devoir se laisser ici. On n'a pas pu prendre toutes les questions, malheureusement. Mais merci aux participants d'avoir trouvé ça intéressant et d'avoir démontré de l'intérêt, en fait, là, à travers la période de questions. Donc, merci à vous trois d'avoir été là et merci, Valéria, particulièrement, malgré le décalage. Donc, merci. Et on va vous envoyer un sondage, j'imagine, dans les prochaines minutes ou prochains jours aux participants, en fait, là, pour savoir votre appréciation du webinaire. Avant de vous laisser, je prends le temps de vous dire que les inscriptions pour le rendez-vous collectivité viable, qui est le grand événement de Vivre en Ville, sont ouvertes. L'événement va avoir lieu le 10 juin au marché Bon Secours à Montréal, puis on peut aussi y assister en ligne. Donc, notre équipe devrait vous partager un lien vers le site de l'événement pour vous y inscrire. Vous avez jusqu'au 18 avril pour profiter du tarif hâtif. Donc, sur ce, on peut se laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de journée. Merci.